risque aussi, c'est le mouvement du personnel. Donc, pour cela, on a dit qu'il faut établir des contrats de fidélité ou augmenter les salaires aussi. Donc, les avantages de cette solution, c'était bien la maîtrise des besoins. Donc, puisque c'est nous qui allons développer notre propre logiciel, donc on maîtrise très bien nos besoins. Et aussi, on a le code source, les documents de conception. Donc, la maintenance du logiciel sera facilitée par la suite. OK, ça, c'est concernant la première approche. Donc, maintenant, pour la deuxième approche, c'est le fait d'acheter un système comparable à celui d'une autre université et de le modifier pour ses propres besoins. Donc là, par exemple, on a entendu dire qu'à l'université de Del Ibrahim, par exemple, l'université de Del Ibrahim possède déjà un logiciel de gestion de scolarité qui est bien, elle est satisfaite. Donc, on décide d'acheter le même logiciel et de l'adapter par la suite à nos propres besoins. OK, donc pour cette approche aussi, donc on nous demande de trouver les risques qu'on peut rencontrer et pour chacun des risques trouvés, il faut réfléchir à des solutions. Alors, selon vous, quels sont les risques qu'on peut avoir en adoptant cette deuxième stratégie? Que le logiciel soit incompatible avec les besoins de l'université? Oui, très bien. Donc c'est pas parce que l'université de Del Ibrahim est satisfaite d'un logiciel que forcément nous aussi nous serons satisfaits par ce logiciel-là. Donc il se peut qu'on n'ait pas les mêmes besoins. D'accord? Donc, on peut faire un mauvais choix du logiciel. Donc, donc le fait que ce logiciel-là marche très bien à l'université de Del Ibrahim ne veut pas dire qu'il va satisfaire nos besoins, nos besoins. Donc, de ce fait, donc on peut, c'est un risque, oui, on peut acheter un logiciel qui soit pas vraiment adapté à nos besoins. Donc, on a fait un mauvais choix du logiciel. D'accord? Pour ne pas tomber dans ce risque-là, dans ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas faire une étude du logiciel au préalable? Avant de faire une étude du logiciel, oui, très bien. Il faut bien définir ses besoins. Il faut savoir ce qu'on veut d'abord. Il faut établir un bon cahier des charges. L'autre fois, on a un cahier des charges, c'est quoi? C'est un document qui va contenir les besoins du client. D'accord? Donc, on va établir un bon cahier des charges. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va définir nos besoins. On va essayer de définir nos besoins. On va essayer de faire une classification, on va essayer de faire une bonne étude de ce qui est requis, de ce qu'on veut avoir dans le logiciel. Donc, il faut savoir ce qu'on veut déjà. D'accord? Donc, il faut définir ses besoins, il faut savoir ce qu'on veut pour qu'ensuite, on choisisse un logiciel qui est adéquat.
D'accord? Le logiciel qui va répondre à nos besoins. Donc, il faut premièrement faire une étude des besoins. Il faut bien définir ses besoins. Il faut savoir ce qu'on veut. D'accord? Pour ensuite essayer de choisir le logiciel qui répond réellement à ces besoins-là. Donc ici, un étudiant m'a dit qu'il faut faire une étude comparative des logiciels disponibles sur le marché. Oui, on peut aussi, donc après avoir défini nos besoins, après avoir fait un bon cahier des charges, donc par la suite, donc on fait une étude des logiciels existants et essayer de trouver le logiciel qui répond le mieux aux besoins qu'on avait déjà fixés dans le cahier des charges. D'accord? Donc il faut savoir déjà ce qu'on veut avoir dans le logiciel. Donc il faut bien étudier les besoins pour qu'ensuite choisir le bon logiciel qui va répondre à ces besoins-là. Donc le premier risque qu'on peut avoir en adoptant cette stratégie est qu'il y ait un mauvais choix du logiciel. Donc il y a des fonctionnalités qui sont inappropriées à nos besoins. Donc ceci est dû à une mauvaise définition des besoins, un cahier des charges qui est mal défini. Donc, de ce fait, donc on va acheter un logiciel juste parce qu'on a entendu dire qu'il est bien, et c'est pas vraiment une bonne solution. Donc pour ne pas tomber dans ce risque-là, pour éviter ce risque-là, ce qu'il faut faire, c'est de faire un bon cahier des charges, savoir ce qu'on veut réellement, ensuite étudier le logiciel qu'on va acheter, est-ce qu'il répond réellement à nos besoins ou pas? Avant de l'acheter, donc il faut bien étudier le logiciel. Est-ce qu'il répond aux exigences qu'on avait fixées dans le cahier des charges ou non? D'accord? Quoi encore? Est-ce que vous me proposez aussi? La mauvaise décomposition des problèmes. Ça veut dire quoi, mauvaise décomposition de problème? Donc, je comprends par là que le logiciel était mal conçu. Je pense que ce que vous voulez dire ici est que le logiciel est mal conçu. Donc, il y a une mauvaise décomposition de problème, il y a une mauvaise modularité du logiciel. Donc là, j'aurai une mauvaise conception. Et puisque j'ai une mauvaise conception, cela conduit à ce que le logiciel soit difficilement maintenable. Donc, pourquoi il est difficilement maintenable? Parce que la décomposition de problèmes n'a pas été faite de manière étudiée. Donc, de ce fait, j'aurai un logiciel qui est mal conçu. Un logiciel qui est mal conçu est un logiciel qui est très difficile à comprendre. Parce qu'on ne comprend pas facilement la logique de la décomposition qui a été faite. Donc, de là, puisqu'on ne comprend pas facilement, donc il est difficile de faire évoluer le logiciel, de le modifier pour l'adapter à nos besoins, etc. D'accord? Donc, la mauvaise conception du logiciel conduit à ce que le logiciel soit difficilement maintenable. Donc, on ne peut pas le comprendre de manière facile. Donc, il est difficile à comprendre. Et de là, donc, puisqu'il est difficile à comprendre, donc, il sera automatiquement difficile à maintenir. Donc, on va dépenser beaucoup de temps et beaucoup d'argent pour essayer de le comprendre premièrement, puis de le modifier. D'accord? Pour l'adapter à nos besoins.
Donc ça aussi, c'est un risque qu'on peut rencontrer qu'on achète un logiciel qui est mal conçu parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance parce que à l'avance, on a juste les fonctionnalités offertes, etc. D'accord? On a juste l'interface du logiciel. Et puis, après l'achat du logiciel et en essayant de le modifier pour l'adapter à nos besoins, donc, on va essayer de comprendre la logique de la conception. Et là, on trouve que la décomposition en modules a été faite de manière qui n'est pas vraiment très étudiée, qui n'est pas vraiment logique. Donc là, la compréhension déjà du logiciel va être très difficile et aussi la modification ici aussi peut engendrer d'autres problèmes. D'accord? Puisque la décomposition n'est pas faite de manière logique, donc le fait de modifier un module donc peut affecter d'autres modules, etc. Donc la maintenance devient vraiment très très difficile et peut causer des problèmes même. D'accord? Donc ça c'est un risque, c'est un problème qu'on peut rencontrer. Et là, pour ne pas tomber dans ce problème-là, pour ne pas avoir à acheter un logiciel dont le coût lié à sa maintenance ainsi qu'à son évolution est trop important. Donc, on achète un logiciel, donc on se dit, il est facile, on va le modifier par exemple en 1 mois ou 2 mois, mais après l'avoir acheté, on se rend compte qu'il est déjà pour le comprendre, il faut au moins 2-3 mois pour le comprendre, ensuite de le modifier, ensuite il y a un temps pour le modifier, la modification peut causer d'autres problèmes qu'il faut régler par la suite. Donc le fait de le modifier, d'essayer de le modifier peut consommer beaucoup de temps et beaucoup d'argent. D'accord? Donc ça, c'est un risque. Pour ne pas tomber dans ce risque-là, on peut par exemple exiger, donc là on va acheter le logiciel. Donc je connais bien un logiciel, c'est bien une boîte de développement. C'est une boîte de développement qui va nous vendre le logiciel. Donc, on peut par exemple exiger dès le départ que les modifications qu'on veut avoir sur le logiciel soient faites par la boîte de développement elle-même. C'est à elle de faire les modifications parce que, comme vous le savez déjà, le fait de modifier un logiciel qu'on a développé soi-même est plus facile de modifier un logiciel qui a été développé par d'autres personnes. D'accord? Parce qu'un logiciel qui a été développé par d'autres personnes nécessite déjà un temps pour le comprendre, puis pour le modifier. Alors que si la boîte de développement, les gens qui ont développé le logiciel, eux-mêmes, qui vont prendre en charge la modification du logiciel, donc cela va me faire gagner, premièrement, du temps. Et deuxièmement aussi, je peux gagner en termes d'argent parce que je ne sais pas au préalable combien va me coûter combien va me coûter le temps pour comprendre et pour modifier le logiciel. D'accord? Donc on peut donc charger la boîte de développement de nous faire les modifications qu'il faut et de nous faire au préalable un devis pour ne pas tomber on fait des modifications et on ne sait pas combien ça va coûter. D'accord? Donc, pour ne pas tomber dans ce problème-là, donc on peut demander un devis. Donc, un devis pour les modifications. Donc, il faut intégrer, oui, très très bien, c'est une très bonne remarque, et que intégrer les coûts dans le prix d'achat, donc les coûts des modifications. Donc, on va essayer de les intégrer dans le prix d'achat, et comme ça, on aura une maîtrise du coût du logiciel. Mais si j'achète le logiciel, d'accord, je l'achète par exemple à 1 million de dinars, et puis, je demande, donc après l'achat, je demande à ce que la boîte de développement me fasse des
des modifications et les modifications elles-mêmes donc vont me coûter par exemple un autre million de dinars et là ça c'est pas vraiment logique, d'accord? Donc il faut dès le départ imposer un devis. Donc on me fait un devis donc je dis bon, le logiciel me plaît, d'accord, mais je veux modifier les fonctionnalités X, Y et Z. Et là, vous allez me faire un devis sur le coût des modifications. Et comme ça, j'aurai une maîtrise. Dès le départ, je sais dès le départ combien vont me coûter les modifications. Mais si j'achète, c'est bon, je l'ai acheté, soit je fais moi-même les modifications, ça peut me coûter très cher parce que il faut comprendre d'abord puis modifier le logiciel. Ou là, même si je vais charger la société de développement à faire elle-même les modifications. Donc, je peux l'acheter. Je lui demande à me faire des modifications. Les modifications vont être peut-être plus chères que l'achat initial du logiciel. Donc, pour maîtriser tous les coûts, donc, il faut dès le départ imposer un devis et voir si ça nous convient ou pas. D'accord? Et puis aussi, donc, il y a notre remarque ici, le prix du logiciel peut être élevé. Oui. Donc il faut faire, oui, une étude comparative des logiciels disponibles sur le marché. Donc, pour voir quels sont les logiciels qui répondent au mieux à nos besoins. D'accord? Quelles sont les modifications à apporter sur les différents logiciels, leur coût, d'accord? Afin d'essayer de maîtriser et le coût et le temps. D'accord? Donc, on avait dit comme premier risque, c'était le mauvais choix du logiciel. Ça veut dire que acheter un logiciel qui n'est pas vraiment adapté à nos besoins. On a aussi soulevé un autre problème et que le logiciel, peut-être qu'on peut avoir à acheter un logiciel qui est de mauvaise maintenabilité. Ça veut dire que on peut pas facilement le modifier, le comprendre et le modifier. Donc ça va nous faire perdre du temps et de l'argent. OK? Donc comme solution ici, on a dit qu'on peut exiger que les modifications soient faites par le fournisseur et intégrer les coûts des modifications dans le prix d'achat. OK? Donc, quels sont maintenant les avantages? Les avantages de cette solution. Oui, très bien. Un des avantages les plus intéressants pour cette solution, c'est le délai de livraison. Parce que j'aurai un logiciel dans les plus brefs délais par rapport à la première solution. Parce que la première solution, j'achète un SGBD et je développe moi-même, mon propre logiciel. Alors que si je vais acheter un logiciel qui est déjà tout fait, donc que je fasse moi-même les modifications en espérant que le logiciel ait une bonne maintenabilité, ou bien j'impose à ce que les modifications soient faites par le fournisseur. Donc là, j'aurai un gain de temps, oui. J'aurai à gagner beaucoup de temps parce que le logiciel est déjà développé. Les différentes études pour développer le logiciel ont été déjà faites. Et de là, donc la modification ne va pas consommer vraiment beaucoup de temps par rapport au temps de développement du logiciel. Donc, le principal avantage qu'on peut rencontrer, qu'on peut avoir en adoptant cette deuxième stratégie, c'est le gain de temps. Oui, on peut gagner beaucoup de temps parce que le logiciel est déjà développé. Donc, il suffit de faire quelques modifications. Donc, ces modifications, donc le temps de faire des modifications est forcément
inférieur au temps que nécessaire pour développer un logiciel à zéro. Oui, ça me demande moins d'efforts aussi, surtout si surtout si si j'impose que les modifications soient faites par le fournisseur. Parce que il se peut aussi, on peut aussi acheter un logiciel de mauvaise maintenabilité. Donc, le temps qui est donc nécessaire pour le comprendre et pour le modifier peut excéder le temps de développer un logiciel à zéro, surtout si on a la compétence qu'il faut. D'accord, pour le faire. Ok, très bien. Maintenant, on passe à la troisième stratégie. Donc, pour la troisième stratégie, on va se joindre à un groupe d'autres universités. Donc, c'est l'Université de Bouzaïa, d'El Ibrahim, l'EDA, la fac centrale, etc. Donc, toutes ces universités vont faire un cahier des charges commun. Ça veut dire qu'on va regrouper tous les besoins des différentes universités, d'accord, dans un seul cahier des charges. Donc, on va contacter une société de logiciels qui va développer un seul système pour tout le monde. Donc, on aura un seul logiciel pour tout le monde. Donc, chaque université aura sa propre copie, mais du même logiciel. D'accord? Maintenant, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer en adoptant cette stratégie? Très bien. Besoins non compatibles entre les universités. Difficulté d'établir un cahier des charges commun. Logiciel est complexe. Très, très bien. Alors, oui. Donc, il se peut que ces différentes universités aient des systèmes de notation différents et des systèmes de gestion de scolarité différents. Donc, elles auront forcément des besoins différents, des besoins qui ne sont pas vraiment compatibles. Donc, on aura de ce fait un cahier des charges qui va être très complexe. D'accord? Déjà pour l'établir. D'accord? Et puis, une fois établi, donc le logiciel lui-même peut être très complexe et très difficile à développer. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs fonctionnalités. D'accord? Ces différentes fonctionnalités peuvent être incompatibles. Il peut y avoir des incohérences entre les différentes fonctionnalités. Donc, il faut essayer de régler ces incohérences. Il faut essayer de trouver des solutions à ces incompatibilités et développer le logiciel. Donc, le développement lui-même peut être très difficile et on peut avoir au final un logiciel qui est très complexe. Oui, très bien. Aussi, oui, on peut payer des besoins que nous n'aurons pas besoin pour notre université. Oui, donc on peut par exemple investir financièrement dans un logiciel dont la couverture fonctionnelle n'est pas forcément en adéquation avec les besoins de l'utilisateur. Donc, on peut payer des besoins puisque c'est un cahier des charges qui est commun, puisque le logiciel est commun entre les différentes universités. Donc, on va payer des fonctionnalités qu'on va pas réellement utiliser. Par exemple, l'université de Bouzaïa, par exemple, aura des fonctionnalités A, B, C. Une autre université, par exemple, l'université de Bab Zoua, qui est une grande université, donc on aura besoin d'un nombre plus important de fonctionnalités. Par exemple, on aura besoin d'avoir une fonctionnalité A, B, C, D, E, F, G, H, etc. D'accord? Donc, l'université de Bouzaïa sera obligée de payer les fonctionnalités G, H, I, J, K, etc. alors qu'elle n'aura pas à les utiliser. D'accord? Donc, elle va payer des fonctionnalités qui ne vont pas réellement être utiles pour cette université-là. Donc, elle aura à investir dans des fonctionnalités qu'elle ne va pas utiliser réellement. Et là, ça va causer une perte d'argent. Pour ne pas tomber dans ce problème-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour ne pas avoir à investir dans des fonctionnalités qu'on ne va pas utiliser, c'est de essayer, par exemple, de définir un coût pour chaque fonctionnalité. D'accord? Par exemple, c'est une solution. Donc, on va payer uniquement
les fonctionnalités qu'on va utiliser. C'est possible pour régler ce problème-là. Donc, puisque je vais utiliser A, B, C, donc je ne vais payer que A, B, C. Si je vais utiliser aussi G, je vais payer G. D'accord? Donc, pour régler ce problème-là, donc on peut, par exemple, définir dès le départ un coût pour chaque fonctionnalité et essayer de payer uniquement les fonctionnalités qu'on va réellement utiliser. Aussi, pour ne pas avoir un logiciel qui est très complexe et très difficile à développer et à utiliser, donc on peut, par exemple, unifier les modes de gestion. D'accord? Donc, en unifiant les modes de gestion, donc en ayant des modes de gestion communs, d'accord? Donc, on aura ainsi des besoins communs. Donc, on va essayer d'avoir le plus donc, en ayant des modes de gestion communs, donc on va essayer de minimiser les différences entre les différentes universités. Et de là, on va simplifier le cahier des charges, l'établissement du cahier de charges. Et de ce fait, on aura un logiciel qui sera moins complexe, qui sera utilisable par toutes les universités participantes. Un autre problème qu'on peut rencontrer ici, et que c'est un problème lorsqu'on travaille en groupe, généralement, on rencontre le problème de pilotage. Donc, on se met pas d'accord dès le départ donc on se fixe pas dès le départ les responsabilités. Donc, on va pas se mettre d'accord sur le suivi du projet, le suivi de la qualité du projet, de son coût, de sa réception, de son évaluation, etc. Donc, il y aura ce qu'on appelle le problème de pilotage. Donc, qui va superviser quoi? Qui est responsable de quoi? Et là, si on ne se fixe pas dès le départ les responsabilités, donc on aura certainement au cours du projet des conflits entre les différentes universités, donc ça va causer des problèmes. Et là, pour ne pas tomber dans ce problème-là, on peut par exemple désigner un comité de pilotage avec des responsabilités bien précises. Donc, avant de lancer, une fois qu'on a établi le cahier des charges, donc avant de lancer le projet, donc il faut désigner un comité avec des responsabilités bien précises. Donc, chaque université aura une responsabilité bien définie dans le projet. Donc, par exemple, une université qui sera responsable du suivi des différentes qualités du logiciel, par exemple l'efficacité, l'ergonomie, et puis une autre université qui va suivre les délais, par exemple, les coûts, etc. Une autre qui va essayer de voir d'évaluer les fonctionnalités offertes, etc. Donc, je vais essayer de résumer les risques qu'on peut rencontrer en adoptant cette troisième solution. Donc, premièrement, c'est les besoins donc les besoins peuvent être incompatibles entre les différentes universités. Donc, de ce fait, on aura un cahier des charges qui est complexe. D'accord? Puisque j'ai un cahier de charges qui est complexe, qui peut contenir des contradictions, des incompatibilités, des incohérences. Donc, le fait de développer un logiciel lui-même, donc le processus de développement peut être très compliqué, très difficile à entreprendre, et le logiciel au final va être très complexe. Donc, aussi, on risque d'investir dans des fonctionnalités qu'on ne va pas utiliser réellement. Donc, pour essayer de résoudre ces deux problèmes-là, donc on va essayer de unifier les modes de gestion. Donc on va essayer d'avoir au maximum le même mode de gestion entre les différentes universités, minimiser les différences. Donc si on minimise les différences et on unifie les modes de gestion, on aura un cahier des charges moins complexe et au final un logiciel qui sera moins complexe, qui va servir à tout le monde.
Aussi, un autre problème qu'on a soulevé aussi, c'est le problème de pilotage. Qui est responsable de quoi? Donc, comme solution, donc on va essayer dès le départ de désigner un comité avec des responsabilités bien précises. Maintenant, dites-moi s'il vous plaît, quels sont les avantages pour cette troisième stratégie? Les avantages de cette troisième stratégie. Oui, très bien. Le coût, déjà, il est partagé entre les différentes universités. Donc, je vais pas payer le logiciel. C'est pas l'université de Bouzaouia qui va payer le coût total du logiciel. Donc, c'est les différentes universités qui vont donc partager le coût. Donc, les différentes universités vont donc partager le coût du logiciel. Donc, ça va revenir moins cher que d'acheter un logiciel, d'acheter toute seule un logiciel. Donc, il y a donc le premier avantage, c'est le partage du coût. Pas encore. Donc, on peut aussi avoir une possibilité d'avoir une interopérabilité entre les universités. Donc, puisqu'on a le même logiciel partout, donc toutes les universités posséderont le même logiciel. Donc, puisque c'est toutes les universités qui vont toutes les universités qui auront le même logiciel. Donc, de ce fait, donc il est facile par la suite de travailler en collaboration, donc d'avoir des collaborations entre les différentes universités, d'accord, parce qu'on a le même logiciel, le même système donc, qui fonctionne partout. Donc, le fait de collaborer, de travailler ensemble, d'avoir une interopérabilité, donc sera plus facile en ayant ce même logiciel. Ok. Maintenant, si vous étiez le recteur de l'université de Bouzaouia, laquelle de ces trois solutions, de ces trois stratégies, vous allez adopter? Deuxième, ça veut dire vous allez acheter un logiciel qui est comparable, qui est déjà fonctionnel dans une autre université, et vous allez faire des modifications, soit vous-même, ou bien vous allez charger le fournisseur de faire ces modifications. Donc, notre étudiante ici m'a dit que non, je choisirais la première. Donc, ça veut dire que on développe nous-mêmes notre propre logiciel. Et puis, il y a une autre qui a choisi la troisième. Donc, ça veut dire qu'on va établir un cahier de charge commun, etc. Donc, à vrai dire, ici, on ne peut pas dire qu'une solution est meilleure qu'une autre. Pourquoi? Parce que ça dépendra des moyens et des priorités de l'université. Si l'université a la compétence qu'il faut, d'accord? Donc, j'ai des informaticiens qui sont compétents, qui sont capables de réaliser le logiciel, et que je ne suis pas vraiment très pressée pour avoir un logiciel immédiatement. Donc, je peux, par exemple, dire que je vais choisir la première solution, parce que je suis pas vraiment très pressée. D'accord, je suis pas pressée et j'ai la compétence qu'il faut. Donc, il vaut mieux pour gagner de l'argent, d'accord, pour avoir un gain pour gagner de l'argent. Donc, je peux opter pour la première solution, d'accord. Donc, on peut si j'ai un souci, donc j'ai pas le budget qu'il faut, donc j'ai des restrictions en termes de budget, donc et que j'ai pas de restrictions en termes de temps, donc j'ai le temps, j'ai encore le temps. Donc, je peux, par exemple, développer moi-même mon propre logiciel. D'accord? Si, par exemple, j'ai pas beaucoup de temps, je suis très pressée, je veux avoir un logiciel immédiatement. D'accord? Donc, j'avais déjà un logiciel, donc, soit qui n'est plus opérationnel, ou là, j'ai eu des problèmes avec. Donc, je suis très pressée
pour avoir un logiciel, donc, si je suis vraiment très pressée à avoir un logiciel et que, en termes d'argent, j'ai pas de problème, donc je peux choisir la deuxième solution. D'accord? Je peux choisir la deuxième solution parce que c'est la plus rapide. J'achète un logiciel qui est déjà fait. D'accord? Donc, j'économise en termes de temps. Non pas en termes d'argent, mais en termes de temps. D'accord? Si par exemple, j'ai pas la compétence qu'il faut, je suis pas vraiment très pressée. D'accord? Et je suis pas vraiment, je ne suis pas très pressée et je n'ai pas le budget qu'il faut. Je n'ai pas le budget qu'il faut pour payer un logiciel, pour me payer un logiciel. Donc là, je choisirai la troisième solution parce que donc je vais déjà partager, donc puisque je n'ai pas le budget qu'il faut, donc je vais partager le coût du logiciel avec d'autres universités. D'accord? Et ici aussi, j'ai pas une contrainte sur le temps de développement. Donc, je peux choisir la troisième solution. Donc, ça dépendra, donc le choix de la solution, donc, dépendra plutôt des exigences et des critères et des contraintes dans lesquelles l'université est. Donc, si par exemple, je répète, si j'ai le temps, j'ai le temps qu'il faut, j'ai la compétence qu'il faut, j'ai la compétence et le temps. D'accord? Donc, je peux, par exemple, opter pour la première solution. Si j'ai pas de temps, je suis pressée, je veux avoir un logiciel dans les plus brefs délais et que j'ai le budget qu'il faut, d'accord? J'ai de l'argent. Donc là, je vais opter pour la deuxième solution, donc parce que je vais acheter un logiciel qui est déjà prêt. D'accord? Et si par exemple, je n'ai pas de compétences, j'ai pas de développeur, j'ai pas de problème en termes de temps, mais j'ai des problèmes en termes d'argent, je peux pas me payer un logiciel qui est tout fait. Donc, je peux adopter la troisième solution. Donc, essayer de partager le coût de développement, le coût du logiciel sur différentes universités. Donc, de cet exercice-là, on peut conclure qu'avant de prendre n'importe quelle décision dans un projet de développement, donc il faut bien étudier le projet. Il faut bien étudier les différents risques qu'on peut rencontrer. Il faut savoir nos moyens en termes de compétences, en termes d'argent et en termes de temps. D'accord? Donc, il faut se fixer, il faut savoir déjà, est-ce qu'on a la compétence qu'il faut? Il faut savoir le budget, donc il faut bien définir le budget qu'on peut dépenser dans ce projet-là. Donc, il faut savoir, donc il faut fixer aussi un délai, d'accord? Et puis, il faut bien définir ses besoins, d'accord? Pour essayer d'étudier par la suite les différentes stratégies qu'on peut entreprendre, d'accord? Pour chacune des stratégies, donc il faut étudier les risques, les difficultés qu'on peut rencontrer, comment on peut proposer des solutions à ces risques-là. Donc, on peut, par exemple, proposer des solutions pour éviter le risque s'il est évitable. S'il est inévitable, donc on peut proposer des solutions, d'accord, une fois le problème rencontré. Et puis aussi, essayer de trouver pour chacune des stratégies des avantages, évaluer les avantages de ces différentes stratégies pour ensuite essayer de choisir la meilleure stratégie selon nos compétences, nos compétences, les délais et les coûts le budget et le délai qu'on a déjà fixé. D'accord? Donc, on peut pas dire qu'une solution est meilleure par rapport à une autre, mais ça dépendra du budget qu'on a, du délai qu'on a, d'accord? Et si on a des compétences ou non. D'accord? Ok. Maintenant, on passe à l'exercice numéro
dans la série que je vous ai déjà envoyée, c'est le... Donc là, l'exercice qui traite comme une solution, une société de développement doit fournir à un client un logiciel de gestion commerciale. Je ne sais plus quel numéro. L'exercice. Alors, c'est le premier exercice. Pour le premier exercice, vous l'avez déjà. Premier exercice de la série. Donc, une société de développement doit fournir à un client un logiciel de gestion commerciale spécifique. Pour juger de la qualité de ce logiciel, on a retenu les facteurs ou critères suivants. Donc, premièrement, élaboration de jeux et scénarios de test. Donc, tout ça, c'est des critères de qualité. Deuxièmement, il y a efficacité, prototypage, prix, respect des délais conception-réalisation, respect du budget conception-réalisation, formation des utilisateurs, qualité de la documentation, délai d'intervention, intervention ça veut dire maintenance, efficacité d'une intervention, organisation et gestion des ressources en matériel et personnel, utilisation de méthodes de conception et de développement des systèmes d'information, conformité des procédures au plan d'assurance qualité. Donc, tous ces critères de qualité, il faut les classifier. Donc, premièrement, caractéristiques de qualité du processus de production du logiciel. C'est le processus qui permet de développer le logiciel. D'accord? C'est des facteurs ou bien critères de qualité interne à la société de développement. D'accord? Il faut aussi classer, donc, deuxième critère, c'est caractéristiques de qualité du produit en exploitation. Les qualités telles qu'elles sont, perçues par le client. Vous me suivez, j'espère? Désolée, j'ai pas vu le chat. Bon, c'était bloqué. Oui, il y avait une remarque que j'avais pas vue. Donc on me dit pour la première solution, l'université peut même vendre le logiciel après conception, après réalisation. Oui, on peut même vendre le logiciel après. Oui, très bien. Ok, très bien. Donc, on est le premier exercice. Donc, on avait déjà vu en cours
qu'il y avait consensuellement 6 critères principaux de qualité. Il y a 6 critères principaux de qualité. Donc, on avait vu la conformité aux besoins. D'accord? Un logiciel qui est conforme aux besoins. Un logiciel qui est conforme aux besoins du client est un logiciel de bonne qualité. Bien sûr, c'est le critère de qualité le plus important, c'est la conformité aux besoins du client. Donc, on avait vu aussi la fiabilité, l'efficacité, la portabilité, quoi encore, la maintenabilité. Qu'est-ce qu'on a vu encore? Et l'ergonomie. D'accord? Donc, Hadoop, c'est les 6 critères les plus importants qu'on veut avoir dans un logiciel. Mais il existe d'autres critères de qualité. Tels que ceux qui sont déjà cités dans cet exercice-là. Donc, les critères de qualité en général d'un logiciel sont divisés en 2 catégories. Première catégorie concerne le processus de développement du logiciel, le processus qui permet la production du logiciel. Donc, je vous ai déjà donné cet exemple-là. Par exemple, si on veut produire du lait, si on veut produire un bon lait, donc il faut bien avoir quoi? Avoir une bonne poudre. D'accord? La poudre de lait, il faut qu'elle soit de bonne qualité pour assurer que le lait soit de bonne qualité aussi. D'accord? Donc, le processus qui permet de produire quelque chose, plus ce processus-là est de bonne qualité, plus le produit final sera de bonne qualité. D'accord? Donc, si je veux avoir un produit au final de bonne qualité, donc il faut que j'entreprenne un processus, il faut que le processus qui permet de produire ce produit-là, ce logiciel-là, il faut qu'il soit de bonne qualité. Soit de bonne qualité, ça veut dire que j'ai adopté les bonnes méthodes de conception, j'ai adopté les bons critères qui vont me permettre d'avoir un logiciel, d'accord, un bon logiciel. Donc, le processus lui-même, il faut qu'il soit de bonne qualité pour garantir qu'au final, mon logiciel soit de bonne qualité. D'accord? Donc, première catégorie des critères de qualité et que c'est les critères liés au processus qui permet le développement du logiciel. D'accord? Il y a d'autres catégories de critères de qualité qui sont en rapport avec le logiciel lui-même en exploitation. D'accord? C'est les qualités qui sont perçues par le client, qui sont appréciées par le client. C'est le client qui va juger de ces qualités. C'est le client qui va profiter de ces qualités-là. D'accord? Donc les différents critères qui ont été cités dans cet exercice, donc il faut les classer en 2 catégories. Donc, premièrement, c'est les qualités, c'est les critères, c'est les caractéristiques de qualité du processus de développement, de production du logiciel. Et puis aussi, il y a une deuxième catégorie qui concerne les qualités du produit en exploitation, les qualités du logiciel lui-même qui est en exploitation, qui est en exploitation par le client. Donc, c'est les qualités qui sont perçues par le client. D'accord? Alors, donc maintenant, on va donc essayer donc on va essayer de classifier ces différents critères. Alors, maintenant, premier critère. Pour le premier critère, qui est l'élaboration de jeux et scénarios de test.
Oh, pardon. Oui, très bien. C'est un critère de qualité du processus de développement. Oui, parce que le fait d'avoir des jeux de test, des scénarios de test, donc le fait de faire beaucoup de tests sur le logiciel, donc ça, les tests, Aslan, ils sont faits à quel stade? C'est durant le développement du logiciel, c'est durant le processus de production du logiciel. Donc, de ce fait, donc plus je fais des tests sur le logiciel, plus je garantis que mon logiciel soit de bonne qualité, donc qu'il soit fiable, soit efficace, etc. D'accord? Donc, l'élaboration de jeux de test, c'est un critère dans qui est dans le processus de développement. Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Très bien. Alors, deuxième critère, c'est l'efficacité. L'efficacité. Un logiciel qui soit efficace. Oui, très bien. C'est une qualité qui est perçue par qui? Qui va profiter de cette efficacité? C'est le client. C'est bien le client. D'accord? C'est bien le client. L'efficacité, c'est un critère qui est perçu par le client. Je connais l'efficacité. Qui va profiter de cette efficacité? C'est bien le client. D'accord? C'est une qualité qui est perçue par le client et non pas par le processus de développement. D'accord? Alors, troisième critère, c'est le prototypage. Alors, le prototypage, c'est quoi? Prototypage, ça consiste à réaliser un sous-système du système demandé. Soit réaliser un sous-système, soit réaliser une interface du système demandé. On le fait en général, le prototypage est fait en général, l'une de ces utilisations. Il y a d'autres utilisations, pas uniquement celle-là, mais le prototypage a été inventé la première fois pour clarifier les besoins du client. Lorsqu'on ne sait pas réellement ce que veut le client, lorsqu'il y a des ambiguïtés dans la définition des besoins, qu'est-ce qu'on fait? Les besoins qu'on n'a pas bien compris, les besoins qui sont encore ambigus, on essaye de proposer, de réaliser une interface pour ces besoins-là. D'accord? Cette interface-là, donc je vais la montrer au client. Donc, le client, lorsqu'il va voir cette interface, donc il va mieux comprendre ce qu'il veut réellement. D'accord? Et là, il va clarifier. Est-ce qu'il va décider, c'est ce qui est réellement demandé ou non? Donc, je développe juste une interface, des fonctionnalités que je n'ai pas encore bien, des besoins que je n'ai pas encore bien assimilés. Et là, afin d'essayer de comprendre les besoins du client, afin de lever les ambiguïtés. Donc, le client, une fois qu'il va voir ces fonctionnalités, d'accord, réellement, donc il va avoir une idée plus claire sur ce qu'il veut. Donc, et on aura réglé le problème des ambiguïtés. D'accord? Donc là, le prototypage est un principe, c'est une solution qui consiste à réaliser un sous-système, soit en réalisant un sous-système carrément, ou bien réaliser juste une interface. Le but principal est de clarifier les besoins du client. D'accord? Donc, au lieu de se lancer dans la production d'un logiciel dont les besoins ne sont pas complètement clairs, d'accord? Donc, pour être sûr qu'on a bien compris les besoins du client, donc on développe un prototype. Donc, ce prototype-là, une fois validé par le client, donc
c'est qu'une fois validé par le client qu'on peut par la suite développer le logiciel, développer réellement le logiciel. D'accord? Donc, pour vous, le prototypage est un critère de qualité du processus de développement ou bien c'est un critère perçu par le client? Oui, il est lié plutôt au processus de développement. Oui, pourquoi? Parce que est-ce que c'est le client qui va profiter de ce prototype? Est-ce que c'est le client qui va l'utiliser réellement? Non, c'est juste une étape qui va me permettre de mieux comprendre les besoins du client pour qu'ensuite je développe un logiciel qui répond réellement aux besoins du client. Donc là, c'est plutôt un critère de qualité qui sera perçu, qui sera un critère de qualité du processus de développement. D'accord? Donc, il faut que je comprenne bien les besoins du client. Il faut que j'ai une maîtrise, une bonne analyse, une bonne définition des besoins pour qu'ensuite, je puisse développer le logiciel qui répond aux besoins du client. Maintenant, le prix. Le prix, est-ce que c'est un critère de qualité du processus de développement ou bien c'est un critère pour le client? Oui, c'est le client parce que c'est le client qui va le payer, qui va payer. Oui, c'est le client qui va payer. Donc, c'est du logiciel, c'est un critère de qualité perçu par le client. Oui, parce que c'est le client qui va le payer. D'accord? Maintenant, il y a le respect des délais conception-réalisation. Donc, il y a dans le processus de développement, tel qu'on a vu l'autre fois en cours, donc il y a une étape qu'on appelle conception. D'accord? C'est proposer une solution au logiciel pour réaliser le logiciel. Et puis la réalisation qui permet de coder la conception. Donc, cette étape-là, conception-réalisation, lorsque je fais une gestion de projet, donc il faut que chacune de ces étapes-là, il faut que je lui assigne un délai. Donc l'équipe de développement, donc chaque personne ou chaque équipe responsable de faire une tâche donnée doit avoir un délai pour la réalisation de cette tâche-là et un budget qui lui permet de réaliser cette tâche. D'accord? Donc il faut que chaque équipe, dans ma boîte de développement, il faut que chaque équipe ait un délai et un budget qu'elle doit respecter. D'accord? Donc, on ne peut pas avoir une durée indéterminée pour faire une conception ou bien une réalisation. Donc, il faut faire un délai bien précis, un budget bien précis afin de maîtriser le coût général et le délai général de développement. Parce que si on ne fait pas, si on ne va pas assigner à chaque étape un délai et un budget bien précis, on peut pas maîtriser le processus de développement en général. On peut pas garantir un temps de livraison donné ou bien un budget donné. On peut pas garantir ça. Donc, il faut dès le départ fixer des budgets, des délais pour chaque étape, d'accord, de réalisation et afin de maîtriser les coûts et les délais pour la livraison du logiciel. Donc, maintenant, le respect des délais conception-réalisation, c'est pour quelle étape? Donc, vous me dites, logiciel, processus de développement. Oui, parce que c'est le développement, c'est un critère qui est lié au développement même du projet. D'accord? Donc, la conception-réalisation, elle est faite par qui? Par l'équipe de développement. D'accord? C'est des étapes qui sont incluses dans le processus de développement. Donc, plus je respecte le délai et le budget de chaque étape du processus de développement, plus j'ai un processus de développement de bonne qualité parce que je respecte les contraintes posées dès le départ. D'accord? Donc, c'est plutôt
des contraintes liées au processus de développement. Et donc, je parle ici du respect des délais de conception-réalisation et respect aussi du budget conception-réalisation. Donc, les deux critères qui sont liés au processus de production du logiciel. Maintenant, un autre critère qui est la formation des utilisateurs. Formation des utilisateurs, c'est un critère de qualité perçu par qui? Perçu par le client plutôt. C'est le client qui va évaluer cette formation-là. D'accord? C'est vrai que c'est l'équipe de développement qui va offrir. Donc, c'est pas toute l'équipe de développement, mais c'est des gens spécifiques dans cette équipe-là qui vont offrir ces formations. Mais les formations sont perçues, la qualité de ces formations, donc le fait d'avoir des formations et la qualité de ces formations-là sont perçues par le client. C'est le client qui va évaluer la qualité des formations qui sont offertes par l'équipe de développement. D'accord? Donc, c'est plutôt un critère de qualité qui est propre au client. D'accord? Maintenant, un autre critère qui est la qualité de la documentation. Qualité de la documentation. C'est un critère de qualité qu'on peut classer dans la catégorie liée au processus de développement ou bien dans la catégorie perçue par le client. Pour votre remarque ici, vous me dites que même le respect du budget, dans ce cas-là, est perçu par le client. Le respect du budget final, le respect du budget général du logiciel, d'accord, et non pas des différentes étapes de développement. Là, je parle respect du budget des étapes conception-réalisation. D'accord? On n'a pas dit respect du budget en général. Lorsque je dis respect du budget au général, oui, c'est une qualité qui est perçue par le client. Mais le fait de respecter le budget et le délai des étapes conception-réalisation, les étapes conception-réalisation, où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans le processus de développement. Donc, le client n'est pas censé savoir quels sont les différents budgets, comment le budget général a été divisé sur les différentes étapes de développement. D'accord? Donc, en général, le client n'est pas impliqué dans ça. C'est pour ça que on parle pas ici du budget en général. Si je parlais du budget en général, le budget du logiciel, oui, je suis d'accord avec vous parce que vous me dites que c'est perçu par le client. Mais le budget qui est consacré aux étapes de développement, c'est des budgets, c'est un critère dont le processus de développement lui-même, le client ne sait même pas. En général, le client, c'est pas un informaticien, mais il sait même pas c'est quoi une conception, c'est pas une réalisation. Donc là, c'est plutôt un critère de qualité lié au au processus de développement. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est clair? Ben Ahmed. Ben Ahmed. Ok, très bien. Donc maintenant, on passe à la qualité de la documentation. Donc, pour la qualité de la documentation, donc selon vous, c'est dans quelle catégorie? Est-ce que c'est la catégorie développement ou bien la catégorie client? Là, il y a Aoucher qui me dit développement. Et puis, il y a Jhili, ou Larbi, Takmani, Dahmani. Donc, chacun, ce qu'il dit, les développements, les clients. Alors, je vais vous dire que c'est les deux. Les deux, pourquoi? Parce que la documentation, on la trouve premièrement dans le processus de développement, d'accord? Parce que dans un processus de développement, il y a différents documents qui circulent entre les différentes étapes de développement.
D'accord? Donc, lorsque on fait une analyse spécification des besoins, on a comme produit, on a comme document le dossier d'analyse ou bien comme le cahier des charges élaboré. D'accord? Là, c'est un document. D'accord? Sa qualité, la qualité de ce document-là est dans le processus, est un critère de qualité pour le processus de développement. D'accord? Ensuite, lorsque je passe à la conception, j'ai des documents, après cette étape-là, des documents de conception, d'accord, qui vont me servir à la réalisation du logiciel. D'accord? Ces documents de conception, plus ils sont de bonne qualité, plus le logiciel sera de bonne, plus le processus de développement lui-même sera de bonne qualité. D'accord? Donc, les deux catégories de documents c'est des documents qui sont dans le processus de développement. Donc, leur bonne qualité, donc, elle influence la bonne qualité du processus de développement. D'accord? Aussi, après livraison du logiciel, j'ai des documents aussi à fournir, par exemple les documents de maintenance, les documents, le manuel d'utilisation, etc. Tout ça, c'est des documents, d'accord? Ils sont donnés aux clients afin qu'ils puissent, par exemple, bien utiliser le logiciel, savoir comment modifier, etc. D'accord? Donc, ces documents-là sont perçus par le client. Donc, il y a différents types de documents. Il y a les documents qui sont produits lors du processus de développement. Et là, ça va être un critère lié au processus de développement. Et puis, il y a d'autres types de documents qui seront utilisés par le client, tels que le manuel d'utilisation, par exemple. Et là, c'est un document dont la qualité est jugée est perçue par le client. Donc là, cette évaluation de la documentation, la qualité de la documentation, donc on va la trouver dans les deux catégories. À la fois dans le processus de production du logiciel et dans les qualités du produit en exploitation. Ça veut dire que celles qu'elles sont perçues par le client. D'accord, c'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est compris? Très bien. Très bien. Des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. OK. Maintenant, qualité de documentation, délai d'intervention, délai de maintenance. Lorsque j'ai un problème, je signale le client, le logiciel est en exploitation, le client est en train d'exploiter le logiciel, d'utiliser le logiciel. Et là, il est possible de rencontrer des bugs, des erreurs. D'accord? On contacte donc la société de développement pour qu'elle règle ces problèmes-là, ces bugs. D'accord? Donc, le temps d'intervention, le temps de venir et de régler le problème, on appelle ça délai d'intervention. D'accord? Délai de maintenance. Donc, c'est un critère de qualité perçu par le client ou bien c'est un critère de qualité du processus de production. Oui, client. C'est plutôt, il est perçu par le client. Donc, la société de développement, donc on n'est plus le logiciel, on n'est plus en train de développer le logiciel. Le logiciel, il est déjà fourni. D'accord? Donc, on n'est plus dans le processus. Donc, le processus de développement lui-même est terminé. Donc, le logiciel est en utilisation et c'est après, donc, en utilisant le logiciel, donc, on découvre qu'il y a des bugs ou là, on va avoir des modifications ou là, sur le logiciel. Et là,
on contacte la société de développement qui va faire des interventions. Donc, ça, c'est le délai nécessaire. Oui, en exploitation. Donc, le délai nécessaire pour faire cette intervention, cette maintenance, donc le respect du délai, plus le délai est court, plus c'est bien. Donc là, c'est une qualité qui est perçue plutôt par le client. D'accord? Donc ensuite, il y a ce qu'on appelle, il y a la capacité d'une maintenance. Ça veut dire, est-ce que la modification a été faite de manière convenable? Est-ce que la société de développement a bien réalisé ce qu'il fallait faire? A bien fait ce qu'il fallait faire? Donc, est-ce que la modification a été bien faite? Est-ce que l'erreur a été bien corrigée? Donc, tout ça, on appelle ça efficacité d'une maintenance ou d'une intervention. Donc, c'est un critère qui est perçu par qui? Non. Par le client. Pourquoi par le client? C'est parce que le logiciel est déjà en développement, en utilisation. Il est déjà en exploitation. On n'est plus dans le processus de développement. Classe, puisque le client est en train d'utiliser le logiciel et qu'il demande de faire des modifications, ça veut dire que on n'est plus dans l'étape de développement. D'accord? Donc, le logiciel est déjà en exploitation. Donc, plus je fais une intervention, plus elle est efficace. Donc, plus c'est bien pour qui? Pour le client. C'est le client qui va vraiment profiter de ça. D'accord? C'est plutôt le client. Vous êtes d'accord avec moi ou non? Ok, très bien. Ok, maintenant, organisation et gestion des ressources en matériel et personnel. Organisation et gestion des ressources en matériel et personnel. Très bien, c'est lié au processus de développement. Oui, très très bien. Pourquoi? Parce que lorsque je fais une gestion du projet, lorsque je fais une planification de mon projet, d'accord? Donc, j'essaie d'organiser et de gérer les différentes ressources, d'accord? Donc, j'ai des ressources en matériel, donc j'ai des ressources en matériel, donc il faut que je sache comment utiliser ce matériel-là, ces ressources-là, comment je vais les utiliser, comment je vais aussi j'ai du matériel, j'ai du personnel aussi. Donc, je vais aussi essayer de comment gérer ce personnel-là, comment je vais diviser mon équipe en plusieurs sous-équipes, chacune responsable de faire une tâche précise. Donc, tout ça rentre dans le processus de développement, donc dans la gestion du projet elle-même. Donc, lorsque je gère mon projet, lorsque je lance un projet, donc il faut que j'organise toutes les ressources disponibles, les ressources en termes de matériel et en termes de personnel aussi. Donc, il faut faire une bonne organisation afin d'assigner les bonnes tâches aux bonnes personnes et afin aussi de garantir à chaque personne le matériel qu'il lui faut. D'accord? Maintenant, ça, c'est un critère de qualité qui est lié, bien sûr, au processus de développement. Très bien. Maintenant, il y a aussi l'utilisation de méthodes de conception et de développement des systèmes d'information. C'est un critère lié à qui? Utilisation de méthodes de conception et de développement des systèmes d'information. C'est processus de développement. Très bien. Pourquoi? Parce que c'est des méthodes de conception. D'accord? La conception, elle est où? Elle est dans le processus de développement. Est-ce que c'est le client qui va voir ces documents de conception? Non. Non, c'est bien l'équipe de développement qui va profiter d'utilisation de bonnes méthodes de conception et de développement. D'accord? Aussi, on a conformité
des procédures au plan d'assurance qualité. Donc, au préalable, lorsqu'on fait une gestion du projet, lorsqu'on fait une planification du projet, on fait ce qu'on appelle un plan d'assurance qualité. Un plan qu'on va établir pour assurer d'avoir un bon logiciel, pour assurer d'avoir comme résultat un logiciel qui soit adéquat, qui soit de bonne qualité. D'accord? Donc, ce plan-là, donc par exemple, je vais avoir dans mon plan d'assurance qualité, donc l'utilisation par exemple du ML comme méthode de conception, l'utilisation par exemple de Python comme langage de programmation, d'accord, afin d'assurer certains critères de qualité. Donc, le fait de respecter ça, d'accord, donc va me garantir d'avoir un logiciel de bonne qualité. Donc il faut que les procédures que j'entreprends, les procédures que je vais entreprendre lors de la réalisation du logiciel, donc soient conformes avec le plan que j'ai déjà établi pour assurer les qualités du logiciel. D'avoir un logiciel de bonne qualité. Non. C'est plutôt développement, oui. C'est plutôt développement parce que là, c'est l'équipe de développement qui va tracer ce plan-là. D'accord? Un plan qui va contenir les différentes procédures, les différents outils qui doivent être utilisés afin d'avoir un logiciel de bonne qualité. Et puis, il faut contrôler à chaque fois les procédures qu'on a déjà, les procédures qu'on va entreprendre. Il faut que ces procédures-là soient conformes au plan qui a été déjà tracé au préalable. Donc, c'est donc le processus de développement et non pas perçu par le client. Ce n'est pas perçu par le client. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions pour cet exercice? Pas de questions, s'il vous plaît? Ok, très bien. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 4. Donc, dans l'exercice numéro 4, on nous donne 2 courbes. D'accord? Donc, il faut commenter les courbes qui donnent l'évolution au cours du temps du nombre de défaillances respectivement du matériel et du logiciel. Donc, pour la première courbe, donc on a sur l'axe vertical, donc c'est le taux de défaillance, et sur l'horizontal, le temps. Donc, vous avez pour le matériel, donc vous avez un taux de défaillance lorsque donc il est important. Ensuite, il y a une descente ici. Ensuite, il y a une certaine stabilité. D'accord? Ensuite, il y a une augmentation. Il y a ce qu'on appelle l'usure. D'accord? Ça, c'est concernant la première courbe. Deuxième courbe. Pour la deuxième courbe, donc on a une courbe qui est propre au logiciel. Donc, pour le taux de défaillance d'un logiciel, donc il est important. Ensuite, on descend. Donc, il y a deux courbes ici. Il y a une courbe théorique, il y a une courbe réelle. Pour la courbe théorique, donc, lorsque le logiciel est né, donc, il y a un taux de défaillance très important. Ensuite, on corrige parce qu'il y a des erreurs, etc. On corrige. Et après un certain temps, le logiciel, donc on a corrigé
pratiquement toutes les erreurs rencontrées. Donc, il y a une certaine stabilité dans le temps. D'accord? Et puis, la courbe qui est en orange, donc c'est la courbe réelle de l'évolution d'un logiciel. Donc, logiciel au cours de vie. Donc, premièrement, lorsqu'il est jeune, donc on a un taux de défaillance très important. Il y a une descente. Ensuite, après la descente, il y a toujours, on remonte, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Donc, c'est la courbe réelle. Donc, ce qui est demandé ici, c'est de commenter ces courbes-là. Pourquoi la durée de vie, pendant la durée de vie d'un matériel, j'ai cette courbe-là qui est en forme de baignoire. D'accord? Donc, lorsque le matériel est jeune, donc il y a un certain taux de faïence. Ensuite, on a un certain temps de stabilité. Ensuite, il y a les défaillances. Donc j'ai augmente, le taux de défaillance va augmenter, d'accord? Ce qu'on appelle le phénomène d'usure. Pour le logiciel, donc il y a une courbe théorique qui dit que le logiciel est jeune, donc il y a forcément des différents problèmes, différentes corrections à apporter sur le logiciel. Après un certain moment, le logiciel devient stable parce qu'il n'y a plus de Oui, désolé, je n'avais pas fait attention. Oui, désolé. Alors, donc, je répète. Donc, pour le matériel, on a une courbe en forme de baignoire. Ici, donc là, donc le taux de défaillance lorsque le matériel est jeune donc est très important. Donc, on corrige, on a une certaine stabilité. Et après un certain temps, les défaillances réapparaîtront parce qu'il y a ce qu'on appelle le phénomène d'usure. Et puis pour le logiciel, théoriquement, donc lorsque le logiciel est jeune, on aura forcément des problèmes à régler. Donc on les règle et on a une certaine stabilité dans le temps. Mais réellement, non, c'est pas réellement ça pour un logiciel. Donc réellement, c'est vrai qu'au départ, on a un taux important de défaillance, on corrige, mais à chaque fois, les défaillants, on a encore une augmentation de taux de défaillance à chaque fois et on corrige, etc. C'est bon, vous m'entendez, j'espère? Très bien. Alors, donc pour le matériel, après correction des défauts initiaux, donc le matériel connaît une phase de fonctionnement optimum, d'accord? Avant une dégradation assez rapide en fin de vie pour des problèmes d'usure. C'est pour ça qu'on a cette forme de baignoire. Donc après un certain moment, le phénomène d'usure, donc le
le matériel donc est confronté à ce problème-là et donc on peut pas utiliser un matériel de manière donc on peut pas utiliser le matériel éternellement, donc non, il y a ça s'appelle ce phénomène d'usure. Donc après un certain temps, il y a une dégradation du matériel et il sera plus fonctionnel. D'accord, ça c'est concernant le matériel, ce qui explique la forme en bleu noir de la première courbe. Donc, le logiciel, contrairement au matériel, ne connaît pas de problème d'usure. D'accord? Donc donc le logiciel devrait atteindre un fonctionnement optimum après correction des bugs initiaux. Donc, une fois qu'on a corrigé les bugs initiaux, donc il y a théoriquement un fonctionnement optimum qui va durer donc tant que le logiciel est en utilisation. Donc il n'y a pas ce phénomène d'usure. D'accord? Alors qu'en réalité, non, tout logiciel doit subir des évolutions. Pardon. Chaque évolution, donc les évolutions, donc c'est soit par exemple l'environnement change, donc on doit adapter notre logiciel, soit que les besoins de l'utilisateur changent, donc on doit faire évoluer notre logiciel pour satisfaire les clients, pour rester compétitif. Donc là, chaque évolution donc génère et peut générer des bugs parce qu'on fait des changements, sur le logiciel, donc automatiquement on a des bugs qui sont générés, d'accord, parce qu'on va toucher au logiciel, donc automatiquement on aura des bugs, on aura un dysfonctionnement dans le logiciel et donc ces bugs-là seront corrigés, mais généralement toutes ces évolutions conduisent à une lente détérioration due à l'augmentation de la complexité et aux remises en cause plus ou moins maîtrisées de la conception initiale. D'où la croissance en dents de scie de la courbe de défaillance réelle. Donc, on a une croissance en dents de scie, d'accord, c'est un zigzag, d'accord, c'est pour la courbe. Donc, à chaque fois, on a une certaine évolution, une certaine évolution qu'il faut effectuer sur le logiciel. Cette évolution elle-même peut engendrer des bugs qu'il faut corriger et c'est ainsi la durée. Donc, la vie d'un logiciel est ainsi faite réellement. Donc, c'est en dents de scie. Donc là, à chaque fois, j'ai des évolutions qu'il faut faire sur le logiciel. Ces évolutions peuvent engendrer des bugs qu'il faut par la suite corriger, etc. D'accord? Donc, allez, c'est concernant cet exercice-là. Est-ce que vous avez des questions? Il y a des questions? Très bien. Donc, demain, cours à 11h20, c'est ça? Ok, très bien. Sur ce, donc, je vous laisse et à demain, Inch'Allah. Salam alaikum.